l'infrastructure et les mobilités. Merci à tous de nous rejoindre cet après-midi et merci à Agnès Grisiolio que nous accueillons cet après-midi. On va aborder avec elle des sujets qui sont au cœur de la thématique de la mobilité. Et ça, c'est grâce à l'aide efficace de l'Association des alumni que je salue en la personne d'Alessandra. Merci Alessandra d'être notre. Veillez sur nous. Cette conférence continue un cycle de webconférences qu'on a initié pour coller au mieux et au plus près des préoccupations de nos alumni. Il a été initié la semaine dernière avec l'entretien avec le fondateur de City Scout. Il se prolongera le 28 mai avec l'interview de Jean-Marc Leroy, qui est Senior Executive Vice President des relations externes d'Engie. Et il sera suivi début juin, la date reste encore à préciser, avec Bruno Bensasson, qui est directeur exécutif du groupe Énergie Renouvelable chez EDF. Donc, on a une très belle actualité et une série de webconférences avec des gens de très haut niveau. Pour les dates et les modalités pratiques, je vous recommande de consulter votre site favori des alumni. Je remercie Anne-Béatrice Schomberger, qui est vice-présidente du bureau du groupe, d'avoir permis que cette conférence se passe et je lui cède la parole. Merci beaucoup, Denis. Merci. Merci surtout à Agnès Grisiolio d'avoir très gentiment accepté de partager ces instants avec nous pour nous parler de Mass Transit. Je vous présente très rapidement Agnès, vous compléterez si vous le souhaitez. Vous êtes alumna, vous êtes diplômée de Sciences Po Paris. Vous avez commencé votre parcours en tant que directrice de cabinet d'un député maire. Et puis ensuite, vous avez assez rapidement exercé des responsabilités de communication à la fois dans l'industrie et les services. Vous avez, je crois, rejoint le groupe SNCF en 2006, d'abord en tant que directrice de la com interne et des relations presse chez SNCF Voyage. Ensuite, vous êtes occupée des relations extérieures au sein de la DIRCOM du groupe, avant de devenir DIRCOM de SNCF Voyageurs. Alors, depuis 2017, vous êtes directrice de la transformation du Transilien, où vous pilotez ce qu'on appelle, vous nous expliquerez ce dont il s'agit précisément, la Mass Transit Academy, qui, je ne veux pas spoiler le sujet, est le centre de compétences et d'expertise de l'activité ferroviaire du groupe en zone dense. Voilà, alors vous nous avez dit, Agnès, dans l'invitation qui a été envoyée à nos alumni, que face à la croissance démographique qu'on connaît, face à l'hyperurbanisation, le challenge il était à la fois bien sûr économique, mais aussi, personne ne l'oublie, sociétal et évidemment environnemental et maintenant plus que jamais sanitaire. Alors au milieu de tout ça, votre sujet, le mass transit, au sens, je le comprends, c'est-à-dire de la façon de considérer notre mobilité d'une façon globale, c'est un peu un raccourci de tous nos enjeux, on le voit bien, en matière que ce soit de comportement de consommation, de façon de travailler, de conception de la ville, du vivre ensemble, d'utilisation qu'on est prêt à faire des ressources de tous ordres. Voilà, donc c'est un sujet qui nous tenait à cœur. Je précise ici que vous êtes SNCF, mais que ce n'est pas, vous n'intervenez pas en en charge de la stratégie de déconfinement de la SNCF. Voilà, donc vous aurez l'occasion de le rappeler si vous le souhaitez. Alessandra Martinez nous a fait l'amitié de nous indiquer dans le chat à votre droite, à la droite de votre écran, qui rassemble les différentes consignes, notamment le fait que si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire dans le chat et je les regrouperai après l'intervention d'Agnès qui va utiliser des slides. Mais vous pouvez, si vraiment vous avez une question de compréhension qui vous brûle les lèvres, vous signaler, vous manifester pendant la présentation. Voilà, je me tais, je vous passe la parole, Agnès, en vous Merci. remerciant encore.
Merci. Donc, effectivement, c'est Alessandra. On n'a pas trouvé d'autres moyens. C'est Alessandra qui passe pour moi les slides. Donc, vous me pardonnerez si des fois, c'est pas hyper fluide, mais ça devrait le faire. Voilà. Donc, bonjour à tous. Comme le disait Anne-Béatrice, n'hésitez pas au fil de l'eau si vous avez besoin de poser une question. Et je sais aussi que parmi vous, j'ai vu là dans la liste qu'il y a de nombreux acteurs de la mobilité, que ce soit la Société du Grand Paris, Systrac, Keolis, SNCF, Alstom, Siemens, Transdev. Donc voilà, je parle aussi à des personnes qui ont des compétences et des connaissances sur le sujet, donc n'hésitez pas à intervenir, au contraire. Donc, Anne-Béatrice a bien lancé le sujet. C'est vrai que la mobilité des métropoles est finalement à la croisée de beaucoup d'enjeux, qui soient, comme on l'a dit, sociétaux, économiques, écologiques. Mais peut-être avant de commencer, parce que bon, vous avez fait un petit teasing sur ce qu'est la Mass Transit Academy, mais je pense que ce qu'est le Mass Transit, c'est pas non plus complètement évident pour tout le monde. Et donc, on a essayé de concocter, grâce à Alessandra, de trouver le moyen de faire un quiz qui pourrait lancer cette intervention et surtout lancer les échanges autour de ce qu'est le Mass Transit. Et donc, on commence par là, un petit icebreaker, et ça m'intéresserait si vous pouviez voter et me dire, à votre avis, dans le top 10, alors les villes Mass Transit, ça veut dire les villes, c'est par nombre de voyageurs par jour dans le métro, le train ou le tram. À votre avis, Paris se situe à quel niveau, dans quel ranking de ce top 10 ? Normalement, vous pouvez remplir et Alexandra devrait pouvoir nous donner les meilleures réponses. Alors, vous me dites quand j'arrête le sondage. On va laisser, là on est à 55% de vote. Voilà, c'est plus pour lancer, mais... C'est ça. Alors, je vais couper le sondage. C'est bon. Et voilà, les résultats. Plutôt le 3 et le 7. Hein. 3e ou 7e position. D'accord. Alors, en fait, la réponse, c'est 9. On est en 9e position dans ce top 10. Voilà, que vous allez... Hop, attendez, je referme. Que vous allez... Et finalement, je vous fais ce quiz parce que quand on a eu ces données, on les a cherchées, quand on a lancé la Mass Transit Academy, finalement, ça ne savait pas trop bien se positionner. On imaginait d'ailleurs qu'on était derrière New York, on imaginait bien Tokyo, caracolant en tête, mais on n'imaginait pas Paris aussi haut. Alors, vous l'imaginez encore plus haut, donc c'est très, très bien. Et on imaginait finalement, on s'imaginait effectivement proche de Londres. Et quand on regarde ce top 10, c'est d'abord un top asiatique. Alors, la Mecque du Mass Transit, c'est Tokyo. Les chiffres, c'est 37 millions de voyageurs jour à Tokyo, alors que Paris, Londres ou Moscou, on est entre 8 et 7,7. Ça vous donne un peu une idée du décalage. C'est-à-dire que vraiment, Tokyo, c'est le must. Juste pour vous donner un ordre d'idée, à Tokyo, il y a plus de 16 lignes qui font plus de 1 million de voyageurs jour. Et il y en a une ligne qui fait même 4 millions de voyageurs jour. Donc, on est dans des dimensions assez extraordinaires. On a aussi des gares, pour ceux qui connaissent Tokyo, Shinjuku ou Shibuya, qui sont à plus de 3 millions de voyageurs jour. Donc, on est dans une autre dimension. Et on voit, donc là, il y a Shanghai en 2, mais on voit que très, très vite, la Chine va rattraper. Alors, on reparlera de la pandémie. La pandémie a fait un stop, mais ça continue. Là, on voit comme ils sont déjà en post-pandémie, qu'ils ont relancé tous leurs projets de lignes de réseau mass transit, métro ou train. Ils croient énormément à ce mode-là, notamment avec les enjeux de pollution et de congestion. Et donc, trois villes européennes, finalement, si on compte bien Moscou en Europe, figurent dans ce top 10. Et je pense qu'assez vite, on devrait descendre. Et pour votre info, par exemple, New York est 12e. Donc, on est vraiment largement au-dessus de New York. Donc, on est dans ces villes mass transit qui comptent avec des réseaux qui doivent supporter ce volume de voyageurs. Le deuxième petit quiz, c'est plus pour que vous me donniez votre avis. À votre avis, dans une journée, combien de pourcents de voyageurs SNCF voyagent en Île-de-France, c'est-à-dire sont dans les lignes de Transilien? Alors,
C'est bon. Juste encore 4 ou 5 secondes. Voilà. Voilà les résultats. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que c'est 70%. Donc, peu d'entre vous ont choisi 70%. Et là, on voit vraiment le décalage, le volume en fait. Ce n'est pas pour rien qu'on dit mass transit. On va parler tout à l'heure du volume en soi que ça représente, mais même dans l'activité SNCF, 70% des voyageurs par jour voyagent en Île-de-France. Ça vous donne un peu en volume, on est à 3,2 millions de voyageurs jour pour Transilien. Et TER, c'est 1 million, donc réparti sur toute la France. Et TGV, on est à 300 000 voyageurs. Donc c'est vrai que TGV cache un peu la réalité, parce que c'est les grands départs, c'est la grande vitesse. Mais la réalité de l'activité et même du business des SNCF, c'est le mass transit. Je dis business parce qu'en fait, on a un contrat, on a un contrat avec Île-de-France Mobilité, avec les régions Île-de-France. Et ce contrat, c'est de très très loin le plus gros contrat de la SNCF. C'est 3 milliards d'euros par an sur 4 ans. Et le premier contrat juste derrière, ça se compte en millions, c'est celui de logistique de Géodis avec IBM. Donc on est non seulement en volume, mais en chiffre d'affaires, le plus gros contrat de la SNCF. C'est aussi important de voir, et là on va revenir sur les enjeux du mass transit, c'est le 10% du réseau ferré. Et 70% de voyageurs voyagent sur une toute petite part du réseau ferré. Et c'est vraiment ça le mass transit, c'est quand on met énormément de monde sur un réseau dont les capacités commencent à ne plus pouvoir supporter ce volume-là. Et c'est ça qui est important et c'est là où se joue la mobilité mass transit. Peut-être le suivant. Donc, pour vous donner du coup une définition du mass transit, c'est en fait, si on le prend d'un point de vue client, mais surtout d'un point de vue un peu process industriel, on est en mass transit quand le moment clé, le moment de vérité, et où là se joue l'expertise, c'est quand on doit synchroniser à la seconde près un flux de voyageurs et un flux de trains. Et ça, c'est le savoir-faire d'une activité mass transit. C'est là que tout se joue. Parce que faire rouler des trains, c'est pas simple, c'est pas ce que je dis, mais on sait faire. Mais faire rouler des trains qui peuvent, à la seconde près, embarquer les voyageurs, ça, c'est le vrai métier du mass transit. Donc là, il y a une image qui est prise à notre siège à Saint-Denis. On voit bien l'enjeu à la fois ce flux de trains et ce flux de voyageurs. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est ces volumes qu'on transporte. Donc, quand on est en mass transit, ça veut dire qu'on est dans des volumes extrêmement forts sur des fréquences très élevées. Donc, un train, ça peut aller jusqu'à 3000 personnes et c'est souvent toutes les 3 minutes. Donc, c'est ce balai-là, ce mouvement perpétuel qui est du mass transit, en sachant aussi que le mass transit, son enjeu, c'est ce qu'il faut absolument éviter, c'est l'effet boule de neige. Parce qu'une minute, donc on parlait tout à l'heure pour ceux qui sont arrivés tout au début, je parlais de H00, c'est-à-dire comment on doit démarrer à la seconde près. C'est parce qu'une petite minute prise au départ d'une ligne, ça peut aller jusqu'à 10 minutes à l'arrivée. Alors qu'en TGV, je ne sais pas si vous avez déjà eu la sensation en tant que client, mais des fois on prend du retard, puis finalement on le rattrape. On le rattrape parce qu'on a le temps. On a la vitesse, on a le temps, et donc le conducteur peut à certains moments profiter de la géométrie de la voie et regagner le temps. En mass transit, on ne peut pas regagner parce qu'à chaque fois, derrière, on doit enchaîner ce qu'on appelle les desserts, les arrêts. Et donc, au bout du bout, une minute de retard, c'est 10 minutes à l'arrivée. Et ça, c'est un vrai challenge industriel de process, de gestes métiers et de comportement client. Et c'est aussi en gestion de crise une hyper réactivité. Donc, un peu la règle d'or, c'est on a 30 secondes pour s'apercevoir qu'il se passe quelque chose. Donc, accident de personne, rupture de caténaire, incident rail. Voilà, 30 secondes absolument pour s'en rendre compte, 3 minutes pour décider, sur les scénarios, décider du scénario, et au bout de 10 minutes, il faut déjà avoir mis en place le plan B. Donc, on est vraiment, parce que sinon, c'est l'effet cascade et on peut bloquer complètement toute une zone ferroviaire et bloquer des milliers de voyageurs. Puisque je rappelle, 3000 personnes dans un train. Vous imaginez si vous bloquez toute une série de trains, toute une batterie de trains, à ce moment-là, c'est autant qui sont bloqués en pleine voie
et qui peut faire aussi ce qu'on appelle un surincident. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes environ, voire 20, 10 minutes s'il fait chaud, 20 si c'est l'hiver, les personnes ont tendance à descendre sur les voies et c'est encore plus grave puisque du coup, il y a des procédures de sécurité qui bloquent tout. Donc voilà, c'est ça l'enjeu du mass transit, c'est ce volume, cette fréquence et cette réactivité et ces process à la seconde près. Alors, une fois que j'ai dit ça, je ne vais pas y passer trop longtemps, mais c'est pour ça qu'on a créé une Mass Transit Academy. Donc, la Mass Transit Academy a été créée en 2016 et elle regroupe tous les acteurs du système, réseau en Île-de-France, Transilien, donc l'opérateur ferroviaire, et puis aussi Keolis dans sa partie réponse à appel d'offres et Mass Transit à l'international. Et on a donc créé ce centre d'expertise parce que justement, il y a une vraie expertise du mass transit. On doit développer les compétences, on doit les développer aussi de manière système, parce que vous devez le savoir, mais la loi a séparé le gestionnaire d'infrastructure de l'opérateur. Et ce qui a été séparé par la loi, on doit en geste métier, en vision système, on doit le compenser aussi. Parce qu'en fait, quand on est dans des volumes comme ça, on n'a pas le choix. Il faut vraiment connaître très, très, très bien les contraintes de l'autre, s'adapter à l'autre et vraiment avoir cette vision système globale. Et donc, c'est pour ça qu'a été créée cette Mass Transit Academy, où on fait de la formation, où on fait de l'expertise au sens où on pourra s'en reparler, on organise des learning expéditions, de la veille, du benchmark, du knowledge management. On a aussi un lab pour imaginer et porter les projets du futur. Et puis, la dimension réseau, donc networking, est très importante aussi, parce que c'est dans ces réseaux, soit de jeunes en mass transit, d'alumni, si on a nos alumni de nos formations, c'est dans ces réseaux que se croisent les compétences et aussi que se croisent les parcours. Je finis dessus. On a aussi un rôle, alors qui n'est pas directement RH, parce que c'est aux acteurs RH de jouer le jeu, mais on a un rôle aussi pour faciliter le parcours croisé entre ceux qui viennent de l'opérateur et ceux qui viennent de réseau. Parce que c'est ces parcours croisés qui construiront cette compétence système qui est indispensable dans un réseau aussi complexe et compliqué à opérer. Donc voilà, donc je suis en charge de cette entité. Donc on vient au sujet qui nous occupe, de ces défis du mass transit. Alors je me suis permis le toujours entre parenthèses, on en reparlera à la fin, parce que c'est vrai que cette présentation n'existait pas en tant que telle, mais ce slide existait en tant que tel. Et finalement, on voit qu'aujourd'hui, avec la pandémie, et d'ailleurs, ce n'est pas qu'en Île-de-France, c'est globalement dans le monde entier, se pose la question du devenir, de l'avenir, en tout cas de la collective, puisque c'est par définition là où il y a du collectif, qu'il y a moins de distance entre les gens et que potentiellement se diffuse un virus. Donc j'espère vous convaincre que malgré ce qui peut se dire à date, la mobilité collective a toujours ou encore un avenir dans les métropoles et en particulier le train, puisque voilà, je représente la SNCF ici. Alors je pense que c'est des sujets que vous connaissez, mais ça vaut le coup de s'en reparler. La métropolisation, on en parle beaucoup. Moi, les chiffres vraiment m'ont marqué. Métropolisation, voire mégapolisation, puisque l'Île-de-France est une mégapole. Une mégapole, c'est à partir de 10 millions d'habitants selon l'ONU. Et dès 43 en 2030, on est en gros avec création de mégapoles par an. Alors là aussi, à la pandémie, on dit que le jour d'après sera différent, que peut-être on ira tous plus ou moins à la campagne. Je suis quand même pas sûre que voilà, ce trend, alors peut-être qu'il sera moins exponentiel qu'il ne l'est aujourd'hui, mais cette tendance à l'urbanisation et des écoles, un frein très très net, voire même une régression par rapport à c'est des j'ai perdu le PowerPoint, ça doit être... Alessandra, il a disparu. Je peux faire sans, mais il a disparu. Je reviens tout de suite, il y a eu un petit problème de connexion. J'arrive. Voilà, c'est bon. Voilà, si la Chine investit autant, parce que la pollution, ils sont atteints des niveaux de pollution qui n'étaient pas tenables, et ça reboucle aussi sur le sujet de l'attractivité. C'est que pour être attractif, un territoire,
être moins pollué et puis aussi permettre une mobilité extrêmement fluide. Et donc, c'est là où le mass transit a tout son rôle à jouer. Et c'est en ça qu'il est vital pour les entreprises, pour les métropoles. Et on l'a bien vu d'ailleurs pendant la grève. Alors, vous allez dire que c'était une grève SNCF et RATP, mais c'était une grève aussi générale contre la réforme des retraites. On voit que quand tout le réseau mass transit est atteint, donc pas qu'une grève RATP ou qu'une grève SNCF, mais que tout le réseau est atteint, il y a un moment où on ne sait faire. Donc il y a des solutions avec le télétravail, puis là, voilà, beaucoup de travail. C'est un poumon ou un cœur, hein, comme vous voulez, mais c'est sans une mobilité et de volume, hein, puisque je rappelle qu'on est sur des millions de voyageurs et des milliards de déplacements, la ville ne peut pas, voilà, ne peut pas continuer à vivre. C'est la formule anglaise de Londres, hein, qui est Keep London Moving, et beaucoup de villes le reprennent en anglais. C'est vraiment ça. Voilà, s'il n'y a pas la mobilité mass transit, la vie. Alors pourquoi justement je dis que c'est cette mobilité mass transit qui est essentielle? D'abord parce qu'elle est très rapide. Alors, on peut toujours penser au retard, évidemment, mais quand on regarde bien, et là on va faire une étude, j'espère que ça nous donnera des idées de régularité aussi par rapport à la route. Quand on regarde, évidemment, quand il n'y a pas d'incident d'exploitation, ça reste très très rapide. Là, il y a un petit exemple du Rambouillet-Paris qui ont 35 minutes. Globalement, alors c'est une moyenne évidemment, on fait du 80 km/h en Ile-de-France grâce au mass transit. On est très très loin de ces vitesses-là en mode routier congestionné comme l'Île-de-France. Je le rappelais aussi tout à l'heure, on est à 3000 personnes dans un train toutes les 3 minutes. Et si ces 3000 personnes, voilà, on les mettait dans des voitures, on est sur une file de 11 km de voitures. 300 voitures, ça représente à peu près 5 stades. On voit que c'est extrêmement consommateur d'espace et que ça cumule une congestion très très forte. Alors que le mode ferroviaire, qu'il soit d'ailleurs métro ou train, c'est un mode sans stock, c'est un mode qui tourne. Voilà. Et puis, alors, c'est le mode écologique, hein, clairement, il n'y a pas photo entre les émissions à la fois de CO2, donc de gaz à effet de serre, mais aussi de particules, entre le mode ferré et le mode automobile. Et puis aussi, même en consommation d'énergie, parce que quand on met 3000 personnes dans un même mobile, quand on le ramène à l'énergie dépensée, c'est très très faible. Donc on est vraiment le mode le moins consommateur d'énergie et le moins émetteur de pollution ou de gaz à effet de serre. Le suivant, Alessandra. Et ça, c'est pour reboucler sur le sujet. On s'est demandé donc je vous parlais de l'espace et de la congestion. On s'est demandé, mais si on n'avait pas le RER A. Alors, le RER A, je ne sais pas si vous le savez, c'est la première ligne en trafic d'Europe. C'est 1,4 million de voyageurs. On se rapproche des lignes Tokyo Heat. Pour info, la B vient tout juste de devenir millionnaire et la D le sera aussi dans quelques années. Donc, on commence nous aussi à avoir des lignes millionnaires. Et donc, cette ligne A, si on devait mettre le même flux, avoir pas le même débit justement, mais le même nombre de personnes sur le RER A, ça donnerait 14 voies. Alors, cette photo-là, je l'ai prise sur Internet, c'est un nouvel an chinois, donc elle a existé. Je crois qu'ils ont mis 2 jours à sortir de l'embouteillage. Mais c'est intéressant. Voilà, bien sûr, on ne va pas supprimer le RER A, mais il faut imaginer ce que ça peut donner en volume. Et c'est pour ça que quand on parle de voiture autonome, bien sûr, la voiture autonome, puis on pourra en rediscuter, hein, est très intéressante, notamment peut-être pour les premiers et derniers kilomètres. Mais la voiture autonome comme solution pour faire toute la mobilité, tout le volume d'aujourd'hui et surtout de demain, ça c'est vraiment pas possible parce qu'une voiture autonome, ça fera un embouteillage de voitures autonomes. Il n'y a pas qu'elle soit électrique autonome, ça restera un embouteillage de voitures. Et en plus, pareil, une voiture autonome sans chauffeur, ça va être aussi un stock qui bouge. Voilà, on l'a vu avec les VTC, hein, il y a un moment donné, ça crée de la congestion. Et autre point aussi peut-être qui est assez méconnu, mais quand on le quantifie, 20% de la mobilité d'une ville, c'est la mobilité des marchandises liées au e-commerce. Et ça progresse aussi de 15%. Donc on voit qu'à un moment donné, on est dans un volume et de voyageurs
et de marchandises telles qu'il faut des systèmes performants de mass transit qui vont bien sûr se connecter aux autres systèmes, type trottinette, voiture autonome, etc. Mais on ne mettra pas tout le monde sur des vélos, on ne mettra pas tout le monde sur des trottinettes, tout le monde n'ira pas à la Défense en trottinette, ça dépend d'où on vient aussi. Voilà, là où le mass transit a toute sa valeur. Je vais passer au suivant. Je vais vous faire un petit zoom justement, donc là c'était un peu en général sur le mass transit, un zoom sur l'Île-de-France, même si j'en ai déjà parlé, ça vaut le coup aussi de se redonner les volumes. Donc je parlais de milliards, donc on est bien 1 milliard de voyageurs par an en Île-de-France pour le train. Et ce qui est peut-être moins connu, c'est qu'en fait quand on regarde le métro représente une part moins importante des déplacements que le train. C'est 60% des déplacements globaux en Île-de-France sont faits par le train. Alors ça s'explique par la géographie. Paris est tout petit en fait. Donc les plans de métro sont faux, au sens où on voit un énorme Paris puis une petite frange qui est l'Île-de-France. Mais en vrai, Paris est toute petite, c'est 100 fois moins que l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est 12 millions et quelques d'habitants. Le Paris, c'est plutôt 2 millions. Donc en fait, la mobilité, 70% de cette mobilité se fait en petite et grande couronne en Île-de-France, et c'est grâce au train, puisque c'est le train qui paie. Le train, c'est de la vitesse et de la distance. Sinon, on peut garder qu'un métro quand on est une ville petite. À titre d'exemple, on compte par exemple 90% de leur mobilité, même un peu plus, ça doit être 99 même, leur mobilité est métro, parce que c'est une ville extrêmement dense, extrêmement verticale. C'est d'ailleurs une ville où il y a le plus faible taux de voitures individuelles par habitant. Et là, tout est métro. Mais à Tokyo ou à Paris, on a cette spécificité d'avoir un train qui est même plus important que le métro. On a cette vision, c'est normal, on a un métro très ancien, en plus très maillé, très dense. Donc on imagine que c'est le métro qui fait vivre Paris, c'est sûr, mais l'Île-de-France, c'est vraiment c'est le train plus le métro, évidemment. On a aussi aux autres réseaux, on a un très très bon réseau en termes de densité, notamment de densité de gares. Donc on a un petit peu moins de 400 gares, nous, Transiliens, et il y a 3 km entre chaque gare. Donc ça, c'est une vraie force aussi de notre réseau, d'être extrêmement dense et donc de servir au mieux tous les habitants. C'est-à-dire qu'on est relativement proche des habitants d'Île-de-France, donc accessible pour la mobilité. Et quand on regarde donc en grand, quand on se compare, on est le 2e réseau ferré derrière Tokyo. Donc ferré, parce que tout à l'heure on n'était pas 2e, mais c'est parce qu'on prenait le métro aussi, on prenait le métro. Quand on prend que les réseaux ferrés, on est en voyageurs jour derrière Tokyo. Donc on a voilà, on est vraiment dans ces réseaux extrêmement avec des forts volumes et de forts enjeux autour du mass transit. Et puis, il faut le rappeler, c'est important, et on s'en reparlera peut-être tout à l'heure, notamment dans les évolutions qu'on doit faire. On a 50 millions de touristes qui viennent par an, donc c'est énorme, ça doit être une des plus grosses populations touristiques au monde. Et cette population de touristes-là vient aussi et bénéficie aussi de cette mobilité mass transit. J'y reviendrai parce que c'est un enjeu très, très important pour nous. On peut passer au suivant. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'on a vu ces volumes, il faut imaginer qu'on est en train de... En fait, on est pris en ciseaux. C'est-à-dire qu'on a à la fois une croissance très forte. Alors après, on verra avec la pandémie, on en reparlera tout à l'heure. Mais on a une croissance très forte de l'ordre de 3% par an. Ce qui est très fort, on sait qu'on part de 3 millions. C'est ça aussi l'enjeu. Donc, c'est un trend qui n'arrête pas, qui est autour de 2 à 3% par an. Et mécaniquement, si on ne fait rien, c'est les chiffres à gauche, quand on gagne 1% de trafic, on perd mécaniquement 0,2% de ponctualité. C'est mécanique, on n'y peut rien. Enfin, on y peut, mais je veux dire, si on ne fait rien, c'est ce qui se passe. C'est une règle d'airain du mass transit. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de monde qui monte dans les trains et qui en descendent. Donc, les temps d'arrêt, les temps de stationnement sont plus longs. Et donc, mécaniquement, petit à petit, on grignote la régularité. Donc ça, c'est un fait. Et on ne peut pas évidemment rester là ou attendre dans 10, 20 ans d'avoir rénové le matériel, d'avoir rénové la voie, d'avoir fait une nouvelle voie, etc. Donc, de toute façon, on doit agir parce qu'on a cette ponctualité qui s'érode avec la hausse du trafic. Et puis, et ça c'est là qu'on est pris en ciseaux, on a une augmentation extrêmement forte des travaux.
Donc les travaux, c'est une très bonne nouvelle parce qu'évidemment faire des travaux, c'est avoir derrière un réseau plus performant. Mais pendant qu'il y a les travaux, les opérateurs, l'opérateur francilien ne peut pas rouler ses trains comme avant. Donc il y a évidemment des conséquences pour l'opérateur et pour ses clients. Et c'est pour ça que je vous le disais, que la Mass Transit Academy aussi a été créée, c'est que si on ne travaille pas main dans la main, réseau et Transilien en Ile-de-France, on n'y arrivera pas, parce que si on ne sait pas se parler, on fera ce qu'on appelle beaucoup plus de restitution tardive, c'est-à-dire qu'on nous rendra plus tardivement la voix, on n'aura pas bien parlé ensemble, on n'aura pas fait les bons scénarios ensemble, les bons plans de substitution par bus ensemble, et on va engorger, congestionner, puis surtout faire des voyages extrêmement douloureux, inconfortables, voire douloureux pour nos clients. Donc c'est ça notre réalité, hein. C'est comment fait-on avec une croissance des clients qui se conjugue avec une croissance des travaux. Alors ces fameux... Ouais, non, c'est après, hein, les travaux, c'est ça. Voilà, la suivante. Si, c'était ça. Donc ces travaux... Non. Il y a un petit décalage en fait. Tout va bien. Ces travaux, on parle quand même d'1 milliard par an en investissement. Ça, donc, comme je vous le disais, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle aussi parce qu'avant, on peut se le dire clairement, hein, les travaux en Ile-de-France avaient été délaissés au profit de la construction de nombreuses lignes à grande vitesse. Il y a un moment où l'argent et surtout les ressources ne sont pas extensibles. Et c'est vrai que la France, collectivement, hein, on se met tous dedans, parce qu'en tant que client, on est ravis aussi d'avoir des TGV qui vont à peu près partout en France. Collectivement, la France a beaucoup investi dans ces lignes à grande vitesse et moins dans son réseau du quotidien, et en particulier en Ile-de-France. Donc, il y a eu une prise de conscience maintenant, il y a 4-5 ans, à la fois de tous, hein, de l'État, de Bercy, de notre ministère, et donc un énorme investissement en termes de travaux. Il faut savoir que la Linksee est emblématique de ça, qu'on a quand même des morceaux de réseau qui datent de 1900. Donc c'est la fameuse opération Castor, hein, tous les étés pour rénover le RERC. On est quand même à changer certains morceaux du réseau qui peuvent dater de 1900. Donc on a ce réseau en plus construit au fil de l'eau avec des pièces des morceaux plus ou moins datés. Pareil pour les postes d'aiguillage. Et on se retrouve avec ce réseau un peu patchwork, compliqué à maintenir, compliqué à opérer. Mais la bonne nouvelle, donc c'est cet investissement, et aussi donc on fait investissement donc pour la maintenance bien sûr, la régénération et pour le développement. Ça c'est très important parce que, et ça c'est notre force aussi, et c'est ce qui nous fait croire aussi au Mass Transit en Ile-de-France, c'est que par rapport à d'autres villes comme New York, qui vraiment a un réseau un peu figé, tout aussi ancien, voire plus ancien, il est même plus ancien que le nôtre, mais un peu figé et qui ne se développe plus. Nous avec EOL, donc le RER Est-Ouest à venir, et puis le Grand Paris, on est en plus sur un réseau qui est en train de se mailler et de se développer. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle, une mauvaise à court terme par rapport à l'exploitation. Et puis, on a développé, là, à droite, on le voit, mais on a développé aussi des trains-usines, des suites, ce qu'on appelle des suites rapides, vraiment dédiées à la zone dense, parce qu'on avait des suites rapides, mais elles demandaient beaucoup plus d'espace. Et nous, en zone dense, notamment dans les gares intermédiaires, on n'a pas beaucoup d'espace. Et donc, on a des suites rapides qui ont été développées, qu'on utilise, qui nous permettent de faire à 300 à 500 mètres de rénovation de voies par nuit, en sachant qu'on travaille à peu près 4 heures par nuit. Hein. Ça donne une idée aussi du temps dédié aux travaux quand ce n'est pas des coupures pendant l'été. Et donc, ces suites rapides nous permettent vraiment de gagner du temps. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment des trains-usines. Ça aspire le ballast, ça enlève l'ancienne voie, ça repose les nouvelles voies, ça repose le ballast. C'est très impressionnant. Si un jour, on vous propose d'aller faire une visite de ces trains-usines, c'est vraiment très impressionnant. Le suivant. La difficulté aussi et tout l'enjeu, c'est qu'en fait, on connaît un peu les grands départs. Souvent, on dit il y a les grands départs dans le TGV, donc on en a deux ou trois par an. Nous, c'est tous les jours qu'il y a 2 grands départs, c'est-à-dire, et notamment un très très important qui est la pointe du matin et puis la pointe du soir. La pointe du soir a tendance à s'étaler, la pointe du matin, elle a tendance à s'accentuer. Et 70% de nos circulations ont lieu en pointe. Donc, ça veut dire qu'on met toutes nos ressources disponibles pour cette pointe, et que c'est extrêmement stressant en fait d'avoir. Il y a peu d'entreprises
font comme ça ce cycle où toutes les forces sont mises dans la bataille et qu'il faut, donc en langage minot, il faut réussir la pointe, il ne faut pas la plier. Quand on plie la pointe, c'est l'effet boule de neige dont je vous parlais. Hein. Voilà. Un train est en retard, puis il plie tout, voilà, il plie le graphique de circulation. Et ça, c'est un enjeu majeur et qu'on ne réalise pas vraiment, enfin, voilà, mais qui est au cœur en fait, de l'enjeu mass transit. Et l'autre enjeu aussi, et on s'y met petit à petit parce que ce n'était pas si évident que ça, mais c'est pareil dans d'autres réseaux, on était très drivé par le fait qu'on pensait que finalement tout le monde connaît notre réseau parce qu'on a beaucoup d'abonnés. Donc on a fait une signalétique, une information voyageur adaptée finalement à nos abonnés, c'est-à-dire ceux qui quasiment les yeux fermés savent descendre de leur train, trouver la bonne sortie, trouver le métro, trouver voilà. Alors c'est vrai, c'est tout à fait vrai qu'en termes de voyage, ce sont les voyageurs fréquents qui font 83% globalement de ces 3,2 millions, sauf qu'en voyageurs uniques, c'est l'inverse, c'est-à-dire que 93% sont des voyageurs uniques à un moment donné, enfin sont des occasionnels pardon, à un moment donné. Sans compter, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, qu'on peut aussi être un voyageur occasionnel d'une autre ligne. Quand on est un habitué de la D, puis tout d'un coup on se retrouve à aller sur la C, bah, on est quasiment comme un touriste, même si on parle français. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui drive maintenant notre façon de voir, d'inclure différemment le client, l'information voyageur, la signalétique, et de se dire qu'il faut qu'on s'adresse à ces 93% d'occasionnels, dont beaucoup sont des touristes dont on a parlé aussi tout à l'heure, les 50 millions de touristes. Et puis, enfin, je pourrais peut-être en parler aussi en conclusion, évidemment, c'est préparer les JO de 2024 que voilà, de changer de paradigme et de se dire, bien sûr, on a nos abonnés, c'est important, mais pensons à tous ces voyageurs uniques qui, eux, sont occasionnels. En timekeeping, il faut me dire, Anne-Béatrice, je vais peut-être accélérer un petit peu. Quand on dit que le train est vital pour les métropoles de demain, c'est évidemment pas le train d'aujourd'hui. On va passer. C'est un autre train, c'est celui qu'on est en train de construire. Déjà, un autre train, un autre système ferroviaire. Je vais passer un petit peu vite là-dessus, mais il faut savoir que Valérie Pécresse a fait de la mobilité un point clé de sa campagne des anciennes régionales et forcément du coup des élections à venir. Et donc, elle a investi 10 milliards d'euros pour rénover le matériel. Donc ça, c'est un vrai plus. Parce qu'on l'a vu, on a déjà introduit du nouveau matériel, notamment sur la H, sur la J. Dès qu'on introduit un nouveau matériel, on gagne énormément en ponctualité. Donc ça, c'est un effet assez magique dès le départ. Enfin, dès le départ, il y a du déverminage, mais après, très vite, on gagne en ponctualité. Et puis, en process industriel, on s'en parlait tout à l'heure avec Denis, c'est très important parce qu'on va passer à terme d'une douzaine de séries de matériel à 3-4. Donc, en robustesse, en maintenance, on va gagner énormément. Et je vous passe aussi, mais c'est important, on pourrait en reparler, de l'IoT, de l'intelligence, des capteurs et de l'intelligence embarquée qui nous permettent de plus en plus de la maintenance prédictive. Donc, c'est ces trains-là et cette maintenance prédictive aussi qui construisent le ferroviaire mass transit de demain. La suivante. Et ce qui est important aussi, on parlait tout à l'heure de l'érosion inéluctable de la ponctualité si on ne fait rien, c'est de mieux connaître les attentes, les besoins de mobilité et d'adapter notre offre. Ça peut paraître un peu évident, mais quand on est dans un mode lourd, c'est pas si évident que ça, ou dans un mode de mobilité collective. D'ailleurs, à titre d'exemple, c'est pas pour dire pour la RATP, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Je sais pas si vous vous souvenez, mais très récemment, ils ont changé tout leur réseau de bus. Ils l'avaient pas changé depuis 47. C'est parce qu'en fait, voilà, c'est pas pour être mauvaise camarade, parce que c'est un peu nous aussi. Il y a un moment, on s'est aperçu, on comprenait pas pourquoi on n'arrivait pas à être très ponctuel sur la ligne qui nous amenait à la Défense, mais c'est parce qu'on l'avait gardé des schémas d'avant, de construction d'avant, où tout était en étoile et convergeait vers Paris. Et petit à petit, on a oublié des mouvements très forts de bassins d'emploi qui font qu'il y a aussi beaucoup de Parisiens qui vont à la Défense. Et donc, en fait, donc ça, on s'est vraiment, depuis 3-4 ans, configuré pour faire ce qu'on appelle du marketing territorial, donc pour monitorer les évolutions de bassins d'emploi, les évolutions immobilières, et pour adapter notre offre à la demande, et aussi pour ce qu'on appelle faire des refontes d'offres qui nous permettent, en fait, de gagner là aussi en robustesse et en ponctualité. On l'a fait notamment récemment sur la D,
Alors la D, c'est un peu, avec la C, c'est un peu la ligne hyper complexe, c'est la pieuvre. Hein. Il y a 8 bifurcations sur la D. Et normalement, en mass transit, ce que disent les Japonais, c'est qu'on peut se permettre que 2 bifurcations. À partir de 2, on ne voit pas comment on peut faire une ponctualité correcte. Bon, la D n'est pas du tout on avait 8. Donc là, on a réussi à en supprimer quelques-unes avec un service de navette et de correspondance. Et avec ça, on a gagné 5 points de ponctualité et on a gagné aussi 20% de moins de trains supprimés. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire sans investissement, en revoyant en fait notre plan de transport. Et quand je dis on, c'est avec évidemment IDFM, notre autorité organisatrice, mais les associations et les clients. Donc plus ça va, plus vraiment on a ce travail de co-construction pour réadapter notre offre tant qu'on peut pour pouvoir absorber ces flux. Sur la D, elle a été créée pour 250 000 personnes. On est à 650 000 personnes jour et on va sur le 900 000 personnes jour. Donc, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ça aussi, c'est la révolution de l'automatisation. Donc, le train autonome, en fait, il arrivera avant la voiture autonome. Ça, on en est certain, puisque le premier train autonome, ça va être en mass transit, ça va être le RER E, EOL, qui va arriver en 2023. Et ça, c'est vraiment la révolution ferroviaire après voilà. Depuis la vapeur, les grandes révolutions, c'est l'électrification, le TGV, la grande vitesse, et puis l'automatisation sera la 3e révolution. Excusez-moi. Et c'est une révolution pour nous parce qu'en fait, le changement majeur, c'est que ça va permettre un débit beaucoup plus grand et une vitesse beaucoup plus grande. Donc, on va pouvoir faire passer, c'est ça, hein, nous, c'est vraiment de la mécanique des fluides, hein, le mass transit, c'est comment on fait passer un volume le plus vite possible et le plus important possible sur un sillon, donc sur des voies. Et donc, en fait, avec l'automatisation, on passe sur ce qu'on appelle des cantons mobiles. Et donc, on peut mieux réguler la distance entre les trains. Et donc, on pourra envoyer, entre guillemets, des trains toutes les 108 secondes. Là, on en envoie toutes les 180 secondes aujourd'hui. Et on pourra atteindre même une vitesse de 120 km/h dans le tunnel sous Paris, là où on est à 60. Et donc, on voit bien, en fait, bon, vous allez me dire que je suis contre les voitures autonomes, mais en fait, c'est un peu le contre-pied de la voiture autonome. La voiture autonome, quand elle va se développer, elle va créer a priori de la congestion, puis elle va créer aussi du ralentissement. Parce que la voiture autonome, avec tout son système proactif pour éviter les accidents, elle entraîne une réduction de la vitesse. Alors qu'à l'inverse, le train, comme il est déjà dans sa zone dédiée, il a sa voie, lui, il peut bénéficier en plein de l'automatisation et en plein du coup de la vitesse et du débit. Je vais un peu vite, hein, mais voilà, vous me poserez des questions. Pardon. Il y a un autre champ qu'on explore depuis 5 ans et qui est fondamental, c'est celui des sciences comportementales, de la psychologie sociale et donc et ce qu'on appelle le nudge. Je pense que vous en avez entendu parler. Pour ce qui nous concerne, excusez-moi. Pour ce qui nous concerne, le nudge, ça veut dire prendre en compte le comportement des voyageurs et adapter l'environnement pour qu'ils adoptent le bon comportement. Donc, c'est souvent mode ludique, c'est souvent sous le mode de choix, c'est-à-dire qu'ils ont toujours le choix, ils peuvent continuer à faire comme avant, mais on fait tout, on construit un environnement pour qu'ils puissent prendre le bon choix pour leur intérêt et l'intérêt collectif. Donc, on est en avance là-dessus. Alors, le nudge a surtout été implémenté en Angleterre, mais plutôt pour les services publics. Et dans les transports, on est en avance. Même Londres est venu nous voir ce qu'on y faisait. On a déjà fait une quinzaine d'expérimentations. Alors là, c'est un peu petit, mais juste pour vous dire, celle d'en haut, c'est pour éviter à des personnes d'aller dans le coin pour uriner. Ce qui gêne énormément et les agents et les clients. Là, on est au Muro. Et donc là, typiquement, on a réinventé l'espace, on lui a donné un autre usage. Donc là, un usage ludique pour les enfants de pistes de sport. Et puis, ça ne se voit pas là, mais on a fait une anamorphose qui fait qu'on ne voit plus le coin, que ça devient un rond. Enfin bref, on a changé l'environnement et on a mis un capteur. Parce que le nudge, c'est de l'observation, c'est du monitoring, et on a 88% de moins d'épanchement, comme on dit, c'est très joli, dans ce coin-là. Vous avez aussi une voie sans issue. Ça aussi, c'est une expérimentation qu'on a fait. C'était un passage interdit. Donc, les voyageurs à Saint-Denis le prenaient bien volontiers, même si c'était interdit. Donc, contre-flux entre ceux qui montaient et ceux qui descendaient.
Quand on a mis la voie sans issue, 30% de moins ne sont plus descendus à contre-flux. Parce que voie sans issue, voilà, on se dit, bah oui, il n'y a pas de sens, je ne vais pas descendre. Donc, en bas, on voit des dents de requin qu'on a mis sur les portes pour éviter les blocages de portes qui ralentissent qui rallongent le temps de stationnement. Et un autre, bon, c'est un peu petit, c'est sur les bagages oubliés, qui sont un vrai sujet qui bloque aussi beaucoup les circulations. Bagages oubliés, on a fait un test avec des annonces sonores, des visuels qui encouragent les voyageurs collectivement de dire à l'autre « Attention, tu oublies ton sac à dos en partant ». Donc, on a fait des tests avec des comédiens qui, donc avant et sans la campagne, qui oubliaient exprès un sac. Et là, 40%, avec la campagne, 40% de plus disaient à leurs voisins « Attention, tu as oublié ton sac ». Donc, on voit l'impact majeur que ça peut avoir. Et ce qui est intéressant aussi avec les grèves et la crise, on s'est mis à faire du nudge de crise. Parce qu'en fait, avant, on faisait du nudge expérimental qui prenait 6 mois, le temps d'observer, le temps de mettre en place et de monitorer. Et finalement, c'était assez difficile d'industrialiser. Avec les grèves je vous la ferai écouter tout à l'heure, mais avec les grèves de décembre dernier et les flux énormes que nous avions, notamment en Gare du Nord, on a su être très agile et on a été appelé par la salle de crise et en un dimanche, on a proposé une annonce sonore nudgée et dès le lundi, elle était en place. Donc maintenant, on a appris à être, et puis je vais vous en parler pour la pandémie, on a appris aussi à faire du nudge très réactif. Alors la pandémie, non, je vais un petit peu. Alors évidemment, on est comme tout le monde, comme tous les secteurs, on est pris de plein fouet par la pandémie. Je ne parlerai pas des conséquences économiques ici, mais on pourra en parler tout à l'heure. Mais peut-être déjà comment nous, en résilience, on a mis en œuvre on a mis en œuvre des actions qui permettaient de continuer à fonctionner. Alors, il y a 2 temps. Il y a le temps du confinement, c'est la slide suivante, Alessandra. Donc là, je parle du nudge, je ne suis pas en grand SNCF, mais et je parle que de Transilien, on s'est aperçu que malgré le fait qu'il y avait très peu de voyageurs, malgré ça, c'était compliqué de continuer à se précipiter sur la voiture de tête pour pouvoir sortir au plus vite. C'est-à-dire qu'ils avaient gardé les mêmes schémas mentaux qu'avant et donc ils n'appliquaient pas du tout la distanciation sociale. Donc, dès qu'on a été alerté, on a très vite mis en place un double nudge, un nudge avec des positionnements, donc qui a été repris après sous forme de rond, vous avez dû voir dans les médias, mais là, on était les premiers à faire ça. Donc, et on l'a fait à la mode frugale de Tokyo, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne, plus d'entreprises, plus d'agents, c'était compliqué de mettre en œuvre. Donc là, on a fait au plus simple, c'est-à-dire des croix qu'on pouvait faire de façon très simple. Et on a vu que ça fonctionnait, c'est-à-dire que vraiment les personnes se positionnaient bien sur les croix. Et donc ça a aidé en Rex à construire ce qu'on a fait après, que Gare et Connexion a mis en œuvre avec le marquage qu'on a maintenant aujourd'hui dans toutes les gares. Et puis on a mis en place des annonces sonores, je vais peut-être vous en faire écouter une, qu'on appelle nudger, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'interpeller, parce qu'on s'aperçoit quand on fait de l'information voyageur, c'est comme une petite musique que les gens n'écoutent plus, parce qu'ils y sont habitués. Donc, vous me dire, j'espère que vous allez entendre, je vais vous faire entendre l'annonce qu'on a créée. À cet instant, quelqu'un peut être porteur du coronavirus près de vous. Pour vous protéger, restez à une distance de 2 pas des autres voyageurs. Par ce geste simple, vous participez à la lutte contre cette pandémie. Si vous êtes là, dans nos trains et dans nos gares, c'est que vous êtes en première ligne pour assurer les activités essentielles. Un grand bravo et merci. Donc celle-ci, pourquoi on dit qu'elle est nudgée ? D'abord parce que, alors à l'époque, maintenant on ne le fait plus pour le déconfinement, mais à l'époque il fallait faire peur, faire prendre conscience du risque. On parle quand je dis à l'époque, c'est pas si vieux, mais en début du confinement, d'où l'atout. Donc l'atout, ça interpelle et puis ça fait prendre conscience du risque et du virus. Et puis c'est nudgé aussi parce qu'à la fin, on remercie et on fait écho aux applaudissements qu'il y a tous les jours à 20h. Donc, on sort du cadre habituel, on fait ce qu'on appelle de la science, c'est-à-dire voilà, on alerte, on interpelle, et du coup, on est plus entendu, et donc, le comportement s'adapte plus facilement. Et on a donc tiré un Rex, un retour d'expérience. Ce qui nous a frappé, et donc c'est pour ça qu'on a évolué là pour le
déconfinement cette fois-ci, on s'est aperçu que c'était bien de parler, mais que néanmoins, notamment sur une partie de notre réseau, on avait quand même beaucoup de personnes qui n'étaient pas qui comprenaient pas le français, qui parlaient pas le français. Et puis que justement, quand on était trop dans de l'écrit aussi, c'était compliqué. Alors ça, c'est le petit sticker en bas, mais on a développé toute une série de stickers, les petits stickers, qui utilisent les émoticônes qu'on retrouve maintenant dans toutes les gares transiliennes, que ça soit dans les trains ou dans les gares. Donc on a fait ce choix de l'émoticône, qui est finalement un langage universel, et on pense que ça va beaucoup mieux fonctionner, en tout cas venir en complément de toutes les autres informations. Parce qu'on est bien d'accord que le nudge, c'est pas pour remplacer l'information voyageur, c'est pas pour remplacer non plus la sanction, hein. Port du masque, voilà, il y a une amende si on n'en a pas. Mais c'est un levier complémentaire pour faire bouger les choses et les comportements. Et si vous voulez, je vous fais entendre l'annonce qu'on fait donc aujourd'hui, maintenant dans les gares, pour le déconfinement. Bonjour. Oula, il y a beaucoup de monde sur certaines parties du quai. Pour vous protéger et protéger les autres en respectant les distances, merci de vous répartir sur toute la longueur du quai. Choisissez plutôt les espaces qui sont moins remplis. Merci pour votre aide et bonne journée. Donc là, c'est le même principe, hein, c'est de sortir de l'ordinaire et d'insister là où c'est important, parce que donc c'est la répartition, on a toujours ce sujet, hein, de bien se répartir sur le quai, de bien se répartir à bord. Voilà, donc c'est ce tut pour que ça marque les esprits et que ça encourage ce comportement-là. Donc ça, c'est voilà, ce qu'on a apporté là à la partie des confinements. Et puis en conclusion, donc un peu plus macro, évidemment, on pense au jour d'après, si tant est qu'il y a un jour d'après, ou à la nouvelle normalité. Et on se doute bien, et puis ça, voilà, on voit bien les tendances, et on l'a vu en Chine, hein, avec soit la tendance du « je prends mon vélo » et la tendance aussi « je reprends ma voiture ». Et j'évite absolument les transports en commun. Alors là, ça nous arrange bien parce qu'on est en déconfinement et avec une règle de distanciation, donc il vaut mieux qu'il n'y ait pas 100% de nos clients habituels dans nos trains, mais il faut penser à l'après, au moyen et long terme. Donc on est en train d'écrire l'histoire, hein, clairement, mais on a repéré tous ces leviers qu'on pouvait mettre en œuvre pour permettre de réassurer sur le niveau d'hygiène et de propreté dans les trains. Donc ça, c'est le premier point. On va revoir aussi tous nos parcours et puis tous nos futurs matériels et équipements pour qu'ils soient sans contact, puisqu'on voit bien que c'est ça la solution aussi, c'est d'éviter les contacts. Les datas en temps réel aussi, ça c'est majeur. On le voit poindre dans tous les réseaux. Là, il faut qu'on passe à démultiplier. Donc, avoir les datas en temps réel. On a des rames compteuses, on a des caméras intelligentes, donc on commence à avoir les outils. On a les data scientists pour faire les algorithmes. Mais maintenant, comment à la fois les datas en temps réel, donc d'affluence, hein, sur les quais et à bord, comment on s'en sert pour piloter l'exploitation et comment on s'en sert aussi pour le donner au client pour que lui-même, en fonction des taux d'affluence, hein, qui peut passer du rouge au vert par exemple, il va adapter aussi son comportement de déplacement. Gestion des flux, on y était bien sûr déjà, mais il faut absolument continuer sur la gestion des flux et notamment éviter les flux qui se croisent. Alors, de toute façon, c'est très bien pour la fluidité, on en a parlé, mais c'est aussi très bien voilà, d'éviter les flux qui se croisent, donc peut-être dédier des portes à l'entrée, d'autres à la sortie, pareil pour les gares, donc on a toute une réflexion à avoir là-dessus. Voyageurs acteurs, on vient d'en parler, c'est beaucoup du nudge, c'est beaucoup de pédagogie, j'ai vu ça à Hong Kong beaucoup. Voilà, à Hong Kong, ils sont vraiment très centrés là-dessus, c'est comment je fais de la pédagogie auprès de mes voyageurs pour qu'ils adoptent le bon comportement. C'est pas du nudge, hein, c'est vraiment de la pédagogie, j'explique, je remercie, ils font partie du système. Et donc ça, il faut qu'on accentue encore plus. Et puis, il faut qu'on mette vraiment en place ce qu'on appelle le Travel Demand Management. Dans le Travel Demand Management, il y a notamment le lissage des pointes, donc décaler ses horaires, ce qu'on est en train de demander aux entreprises, hein, décaler ses horaires pour éviter la pointe, c'est le télétravail. Donc, ce que les Anglais appellent, en fait, dans le travel, il y a reduce, donc c'est le télétravail, on réduit la demande. Retime, on va sur d'autres horaires. Remode, donc on prend d'autres modes et notamment des fois on peut sortir plus tôt d'un train et finir à pied ou en vélo pour décongestionner la partie qui a trop d'affluence. Et le troisième, et reroute, c'est-à-dire trouver un autre itinéraire. Donc ça, c'est 4 leviers qu'a conceptualisé Londres pour les JO de 2012 et qui ont vraiment aujourd'hui toute leur valeur.
Et il faut qu'on fera que collectivement, c'est-à-dire avec l'État, avec la région, avec les villes, avec par exemple à la Défense, avec voilà, le centre qui gère la Défense, avec les employés, les employeurs. Et ça, c'est vraiment les challenges du Mass Transit de demain pour partir à la reconquête de nos clients et de la confiance de nos clients. Merci Agnès. C'était extrêmement intéressant. Alors, il y a pas mal de questions que je vais inviter aussi les gens à participer oralement. En gros, il y a deux séries de questions, hein. Celle qui porte sur la situation plus court terme et comment est gérer la situation en termes d'offres. Est-ce que ce sera possible d'avoir une offre un peu plus étoffée dans les jours qui viennent, sur les technologies qui sont utilisées pour influencer le comportement des voyageurs et la gestion des flux en masse. On parlait tout à l'heure de technologies biométriques. Est-ce qu'il y a des sujets d'acceptabilité par rapport aux problématiques de nudge, que ce soit par rapport aux intéressés ou par rapport à l'ensemble du système commanditaire ou du système client qui est le vôtre et que vous rappeliez tout à l'heure. Et puis je n'ai pas noté. Non, je me dis, je n'ai pas noté, comme la liste est longue. Alors, allez-y déjà, et puis je continuerai après. Alors, sur l'offre, donc, on l'a dit dans les médias, hein, si l'offre n'est pas revenue à 100%, il y a deux raisons. Il y a la RATP, elle est même. Hein, on n'a pas tout notre personnel disponible, soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il est en garde d'enfants. Donc là, on vient d'obtenir de la part du préfet en Île-de-France que les enfants de cheminots et de RATP soient accueillis comme les enfants des soignants dans les écoles. Donc ça va aider à avoir un peu plus d'aiguilleurs et de conducteurs, parce que c'est deux ressources clés pour faire rouler les trains. Et puis la deuxième raison, c'est que les rames n'ont pas roulé pendant longtemps, donc il y a quand même et le réseau n'a pas fonctionné. Il ne faut pas oublier quand même que c'est de la sécurité avant tout, le ferroviaire. Donc on ne peut pas relancer la machine comme ça de 20-30% à 100% du jour au lendemain. Mais on est bien parti effectivement pour l'augmenter. Hein. On est déjà, la baie est déjà à 75%. On a réaugmenté. Après, situation nominale, normalement c'est début juin. D'accord. Je dis normalement parce que voilà, tout ne dépend pas de nous. Mais... Et après, il y a la règle des distanciations qui pose une colle, il faut se le dire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on avait demandé à ce que le port du masque soit obligatoire, mais on espérait que justement, pour prévenir la distanciation sociale, ça donne 30% seulement de nos voyageurs qu'on peut accueillir dans nos trains. Donc même si on est à 100%, ça reste 30% de voyageurs qui peuvent monter dans les trains. Donc, on a un vrai sujet. On ne peut pas être en nominal au sens 100% des voyageurs et 100% des trains aujourd'hui. Alors, pour revenir ça c'est pour l'offre. Sur le sujet du nudge, est-ce que vous avez des réactions en termes d'acceptabilité? Est-ce que c'est quelque chose de complètement culturel et d'évident pour tout le monde? C'est extrêmement bien accepté. Enfin, on les conçoit pour être acceptés, en fait. C'est fait pour. Et notamment, c'est pour ça qu'ils sont bienveillants. Un nudge, c'est forcément bienveillant. Ça donne le choix. Là, vous voyez, c'est marqué sans issue, mais s'ils veulent le prendre, ils le prennent. S'ils veulent arrêter les portes, ils peuvent. Donc, ça laisse le choix. C'est souvent ludique. Donc, non, il y a vraiment... on n'a jamais eu de problème d'acceptation. C'est fait pour. Enfin, je veux dire, on travaille ça pour que ça soit accepté. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres mesures qui sont prises dans d'autres pays. Les pays asiatiques, s'ils ne font pas de nudge, c'est qu'ils ont d'autres moyens, notamment les Chinois. Enfin, quand on est dans du mass transit, faut se le dire, en dictature, ce n'est pas la même chose que d'être dans du mass transit en démocratie. C'est pour ça qu'on apprend énormément de l'Asie, mais on apprend aussi beaucoup de Londres, par exemple, qui est plus notre sœur jumelle, même si les Anglais ont des comportements un peu différents de nous. Quand on est à Shanghai, quand on est à Singapour ou à Hong Kong, le fait de la peur du gendarme joue énormément. Après, ils n'ont pas les mêmes RGPD non plus, c'est-à-dire que voilà, il y a plein de choses qui peuvent fluidifier, hein, comme la reconnaissance faciale. Pareil pour les caméras, et c'est normal, hein, on anonymise, tout est compliqué. Voilà, tout est plus compliqué chez nous. Donc là, pour le coup, l'acceptabilité en France est plus compliquée. Était plus compliqué. Là, je pense que, notamment pour le sans contact, ça va sûrement booster certaines technologies où avant, on se disait les Français n'en voudront pas.
Et si la technologie est sans contact, peut-être que ça va faciliter. Et ça peut aller jusqu'à la reconnaissance faciale, effectivement. Il y a un sujet de propriété des datas. Oui, il y a un gros sujet de propriété des datas et d'open data. Oui, ça c'est aussi un sujet. C'est un sujet, d'ailleurs, je sais plus, la LOM, enfin, non, je sais, la LOM en a parlé, la loi sur la mobilité. Parce que les datas, d'abord, elles sont à notre autorité organisatrice. Et puis, effectivement, l'État nous encourage à faire de l'open data. Ce qu'on fait, mais ce qu'on ne voudrait pas, c'est que cette open data serve des géants du net qui en feraient après du business, en fait. C'est de la richesse, pas au sens, enfin c'est de la richesse parce que c'est la valeur, c'est plutôt de la valeur. Voilà. C'est de la valeur et à un moment donné, il faut quand même réfléchir à qui on la donne la valeur. Cette valeur concrète, en plus les data, elles n'arrivent pas toutes raffinées comme ça. Hein. Il y a un gros travail de raffinage pour fournir de la data qui puisse être traitée après dans les API. Et si on commence à s'ouvrir aux quatre vents, c'est pas les petites startups qui vont en bénéficier. Enfin, elles vont en bénéficier, mais pas qu'elles. Et il y a un moment donné, on va se retrouver sûrement. Enfin, voilà, faut prendre en compte ça et voir à quel point on met pas des fois la tête dans la, dans celle du, enfin la tête au milieu de la mâchoire du loup. C'est un peu ça notre inquiétude sur les datas. Mais il y a un sujet, oui, clairement, qui est aussi européen d'ailleurs. Par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu partout l'urbanisme tactique, le fait que de modifier de façon significative, extrêmement rapidement, tout l'écosystème urbain de façon à répondre à un risque ou à une situation donnée, alors que ce soit le niveau de la montée des eaux et par rapport à la résilience des infrastructures. Aujourd'hui, c'est plus par rapport à la menace sanitaire avec le Covid. Est-ce que le nudge, c'est un outil qui vient renforcer cet arsenal? Quand je parle d'arsenal, je pense de l'utilisation de l'urbanisme, de la voirie, des bâtiments à des fins un peu différentes de ce qui se passe d'habitude. Ce qu'on voit avec des crises, hein, c'est qu'effectivement, ça nous oblige à être agile agile, rapide et innovant. Donc, l'urbanisme tactique, c'est typiquement ça. C'est comment très très vite on adapte, mais c'est un peu ce nos croix sur les quais. Hein. C'est-à-dire qu'avec peu de moyens, un pochoir, une voie devient une piste cyclable. Donc ça, c'est très intéressant parce que je parlais du plan bus. Mais aussi de nos lourdeurs à nous. C'est vrai que tout ce qui est urbanisme, mobilité est souvent très lourd, que ce soit des modes contraints ou pas des modes contraints, ou des modes lourds. Mine de rien, pour changer quelque chose, il faut beaucoup de temps. Et puis quand on a une crise telle que celle qu'on vient de prendre, là, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est à la fois de la résilience et puis de la survie. Et donc, moi, ce que j'y vois par rapport au mass transit, c'est pas tant du nudge que justement, nous aussi, on doit être beaucoup plus tactique dans notre information et dans notre signalétique. Ça, je l'ai vu à Londres. Les Anglais sont plus pragmatiques que nous pour ça. Et donc, ils ont des systèmes où, en fonction de la jauge, ils estiment qu'à un tel niveau d'affluence, ils allument. Donc, il y a un panneau qu'on voit pas d'habitude, ou qui est éteint, puis tout d'un coup, il s'allume. Et puis, les flux sont orientés différemment. Puis, les Londoniens savent que si on fait ça, c'est pour leur bien, parce que ça veut dire que le niveau, là aussi, le niveau de flux est monté. Et ils adoptent le nouveau parcours parce qu'au bout du bout, ils savent qu'ils vont y gagner. Et ça, je pense que, je l'avais vu à Londres. C'est pas si simple à mettre en place, mais avec ce qui se passe, c'est justement ce côté tactique qu'on apprend en pandémie. Il faut aussi qu'on sache en faire une opportunité pour construire la mobilité de demain. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, j'avais aussi, il y avait une question sur le fait que ça exige beaucoup d'agilité, beaucoup de rapidité. Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec le marquage au sol qui a été fait dans un premier temps rapidement. En même temps, pour que l'ensemble du système fonctionne harmonieusement et de façon fluide, ça doit nécessiter, on imagine assez facilement, la coopération avec le reste de l'environnement. Vous parliez tout à l'heure de la RATP, vous avez cité les autorités organisatrices. Donc, est-ce que c'est quelque chose de réaliste d'arriver à faire de façon permanente un dispositif qui soit à la fois agile, en temps réel?
Après, on apprend tous ensemble. Hein. Là, c'est clairement, on est en coordination permanente. D'abord, c'était sous la l'égide du préfet. Là, je pense qu'il va lâcher un tout petit peu, puisque ça se passe bien, hein, le déconfinement pour l'instant dans les transports en commun. Mais on voit bien que tout dépend c'est la coordination et surtout, j'en parlais aussi pour le Travel Demand Management, c'est-à-dire que si on s'y met pas tous, à tout niveau, donc les employés, si on parle qu'aux employés, ça fera rien bouger. Il faut parler aux employés, aux employeurs, à la zone d'emploi, il faut parler à l'État, à la ville. Enfin, voilà, il faut faire en grand et multi-acteurs. Et je pense que cette pandémie, c'est ce qu'elle peut apporter comme opportunité, c'est d'ancrer cette nécessité d'être agile, réactif et coordonné. Et multi-acteurs. Donc système, hein. Je reviens à Mass Transit Academy, voilà, on a été créé pour avoir cette vision système. Donc le système, c'est évidemment le mobile sur ses voies, de façon très stricte, mais le système, c'est aussi toutes ces parties prenantes autour de la mobilité mass transit qu'il faut voilà, faire beaucoup d'intelligence collective aussi. D'accord. Ça, Alors, on y pour croit terminer, beaucoup. peut-être, on a toute une série de questions sur la situation à plus long terme, de façon plus structurelle. On vous demande quels sont est-ce que vous avez vous pouvez nous donner un ordre de grandeur de la part des trajets domicile-travail dans l'ensemble des flux? Et est-ce que on peut anticiper que à terme le développement peut-être du télétravail va modifier les choses? Comment vous prenez en compte ça? Alors, sur le développement du télétravail, on n'en sait rien encore. Hein. Enfin, on est tous à... Voilà, il y a des tribunes entières et des articles entiers sur le fait que tout le monde va se mettre au télétravail. Donc, enfin, je pense que voilà, faut être assez humble et on ne sait pas encore ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que ça sera beaucoup plus important que ça ne l'était avant et ça va lever beaucoup de freins. Ben, je vous ai montré le chiffre des abonnés. Les abonnés, c'est essentiellement soit des domiciles, enfin, ce qu'on appelle les domiciles de travail, c'est aussi les étudiants. Donc, clairement, vous avez vu le pourcentage de déplacements liés aux abonnés, il est énorme. Donc, on est clairement sur des volumes très importants de domicile-travail. Par contre, la tendance lourde qu'on voyait déjà avant la pandémie, je vous ai parlé de nos deux pics, hein, le pic du matin très fort, le pic du soir un peu moins. La tendance, c'est quand même que les heures creuses sont de moins en moins creuses. En gros, les heures creuses deviennent la pointe d'il y a 10 ans. Parce qu'en fait, on a d'autres habitudes de vie voilà, et de consommation aussi voilà, d'autres activités que le domicile-travail, qui fait qu'on a une tendance aussi globalement à ce que les heures creuses soient plus importantes. Donc après, on verra post-pandémie, mais ça, c'était aussi un sujet. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette respiration que créent les heures creuses, le sont de moins en moins, et là aussi, il faut être agile pour changer notre offre, parce que et notamment ce qu'on appelle les flancs de pointe, c'est-à-dire que si on le dit aux gens qui sont dans la pointe, étalez-vous, et qu'on ne fait pas attention à bien étoffer le flanc de pointe, on ne va pas y arriver non plus. C'est en ça qu'on est en dimension système. Et après, quand on se dit ça, pour ceux qui m'écoutent et qui connaissent le ferroviaire, c'est compliqué, hein, parce que voilà, les sillons, les graphiques, comment dire, comment on réserve les voies, tout ça, c'est très, très compliqué. On est quand même dans un mode hyper contraint par rapport à nous, on n'a que notre dimension, voilà, on avance. Hein. Donc, on peut pas tourner, on n'a pas 3 dimensions comme d'autres modes. Donc, on a un mode contraint qui doit être agile. C'est vraiment notre enjeu. Et alors, juste pour terminer, il y avait encore des questions justement sur l'offre que vous venez d'évoquer, notamment en lien avec le e-commerce dont vous avez parlé et le transport de marchandises. On nous demande comment réactiver le transport de marchandises sur rail. Est-ce que vous avez une offre last mile, puisque semble-t-il ce soit l'argument du transport routier pour paraître compétitif par rapport au rail? Du last mile, alors moi je connais moins parce que c'est pas mon univers, mais Géodis donc Géodis dans le groupe SNCF fait du last mile et en fait de façon avec des véhicules électriques, donc de façon durable. Après, on a évoqué le sujet, mais on l'a jamais creusé. Donc, comme on fait beaucoup de veille, je regarde Séoul notamment, et récemment, je crois que c'est à Londres que j'ai vu ça. Utilisent aussi, justement dans ces heures creuses, et aménagent leur rame pour pouvoir faire de la mobilité de marchandises.
Autrement dit, voilà, on peut traverser. C'est vrai qu'il y a qu'en métro, par exemple, ou en RER, qu'on peut traverser Paris en quelques minutes. Donc, ça peut aussi avoir de la valeur pour certaines marchandises, pas toutes. Donc, je regarde ça avec attention. Pour l'instant, c'est peu développé, mais en tout cas, le métro de Séoul l'a fait, d'aménager certaines rames pour qu'elles puissent, en heure creuse, livrer des colis. Après, il faut aussi aménager la gare pour que les gens viennent, enfin, voilà, que les livreurs viennent chercher les colis. Mais c'est vrai que c'est sûrement une diversification intéressante possible, mais qu'on n'a pas encore creusé suffisamment. Mais en tout cas, on regarde ce qui se fait ailleurs parce que ça pourrait être une des solutions. Parce que c'est pour ça que je tenais à le rappeler. Souvent, voilà, quand on parle mobilité, on oublie la mobilité des marchandises dans les métropoles. Et pourtant, quand on dit voilà, que ça correspond à 20% de la mobilité, c'est pas rien. Enfin, 20% dans un système déjà congestionné, c'est pas rien. Surtout si ça croît. Et là, pour le coup, la pandémie, je pense, ça fait découvrir à plein de gens ce que c'était de se faire livrer de la nourriture et autres voilà, marchandises. Donc, je pense que là, le e-commerce a encore de beaux jours devant lui, ou la livraison à domicile. Alors, est-ce que, c'est vraiment la dernière question, pardon. C'est quoi votre prochaine learning expédition? Alors, faire un peu rêver. Non, j'allais être triste. Non. Je peux vous dire toutes celles que j'ai annulées à cause du Covid. Et puis, je suis en train de réfléchir à la learning expédition distancielle. Parce que je me dis, alors c'est vrai qu'on en a fait une dizaine déjà. Hein, donc pour nous, c'est un vrai levier de transformation, la learning expédition. Donc c'est majeur de garder l'esprit. Mais je me dis que dans 18 mois, c'est pas sûr qu'on puisse repartir. Bon, juste pour vous dire, notamment les deux qu'on a annulées, c'est Moscou. Ça nous intéressait énormément de voir ce que faisait Moscou parce que c'est un réseau, comme vous l'avez vu, hein, qui est avec nous dans le ranking. Et puis c'est un réseau qui se développe, qui est en train de faire un ring. Comme le Grand Paris, un métro automatique, ils ont géré des grands événements puisqu'on prépare les JO. Voilà. Donc Moscou, on devait partir le 8 juin. Donc je vais essayer de pas pleurer, mais voilà. Donc dans l'idéal, quand je l'ai annulé en mars, je me suis dit pas grave, on ira en octobre. Là, j'ai un gros doute. Et puis on a annulé aussi Tokyo. Puisqu'on a déjà fait une learning expédition il y a 1 an à Tokyo pour voir comment ils se préparaient au jeu et on avait prévu la learning expédition Rex, c'est-à-dire comment ils avaient, pour avoir le retour d'expérience des jeux. Donc on a aussi annulé Tokyo. Et donc voilà, ces deux-là, j'aimerais bien les faire parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre de Moscou aussi. Alors là aussi, c'est pas une démocratie, donc il faudra prendre ce qu'on peut. Mais néanmoins, il y a beaucoup de choses qui sont transposables dans les réseaux mass transit à l'étranger. Et puis Tokyo, parce qu'on prépare les JO, ça tombe bien, c'était l'idéal pour moi de faire une conclusion sur les JO. Les JO, c'est vraiment, ça va être, faut qu'on soit prêt. Londres nous l'a dit, hein, ils avaient un réseau qui n'était pas top à l'époque. On est sur les feux de la rampe, hein, le monde entier vous regarde et s'il y a le moindre ennui sur le réseau, ça se sait tout de suite. Si des gens n'arrivent pas, qui ont acheté leur billet, qu'ils n'arrivent pas pour le 100 mètres parce qu'ils ont été bloqués dans le RERB ou le RERD, je vous garantis que ça va faire la une des journaux du monde entier. Donc, on a une énorme pression pour réussir cette mobilité-là, comme Londres l'avait. En plus, Londres a très bien réussi. Donc, on a aussi été les voir pour voir comment ils avaient réussi. C'est pour ça aussi qu'on a été à Tokyo. Donc, il y a un vrai enjeu. Donc, voilà, mes deux learning expéditions, si je peux les faire, en distanciel ou pas. Donc, voilà, on réfléchit à une ingénierie qui permettrait aussi potentiellement, c'est pas la même chose, mais de le faire en distanciel, si on n'arrive pas à y aller pour de vrai à Moscou, et à Tokyo. Merci beaucoup. Alessandra, je voulais vous demander, vous allez mettre à disposition de nos alumni le replay d'aujourd'hui, de la séance? Oui, normalement dans la semaine, avant le week-end, le temps que je remonte. Donc, visuel également? Oui. Et ça, il faudra faire comment pour y accéder? Ça sera sur notre chaîne YouTube. D'accord. De Sciences Po Alumni. Ok, bah écoutez, je vous remercie tous. Merci infiniment Agnès, c'était extrêmement intéressant. Merci de l'invitation, avec plaisir. J'espère à très bientôt que vous reviendrez pour nous raconter Moscou et Tokyo. Avec plaisir. Ça voudra dire que les JO, surtout Tokyo, que les JO sont repartis et que le monde, même s'il ne faut pas rêver du monde, le même monde, mais quand même, qu'on n'aura plus de nouveau, voilà, échanger et voyager.
Agnès, on pourrait prendre rendez-vous pour déjà pour vous demander de venir nous dire comment vous préparez Paris. C'est un super projet. Ouais. C'est dit. Ouais. Avec plaisir. Merci à tous, merci Alessandra et portez-vous tous très bien. À bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Merci Alessandra. Merci Anne-Béatrice. Oui, merci Anne-Béatrice et Alessandra.